11e épisode de ce Real Talk déjà, mais aujourd'hui, on va se retrouver non pas avec le sourire les amis, mais avec des têtes déconfites, des têtes désabusées, des têtes un petit peu honteuses aussi. Le Real Madrid s'est fait, en tout cas, bien éclaté par le Barça hier en Supercoupe d'Espagne. Mais avant d'en parler tout au long de la vidéo, je suis très content de me retrouver aujourd'hui encore avec mes collègues Thomas de Real France et Chronique Foot. Comment ça va les gars? Petite mine ce matin de mon côté, j'ai toujours pas digéré le fiasco, la honte d'hier et voilà. On va en parler aujourd'hui, mais je pense qu'on est tous les trois énervés, donc ça va être peut-être l'un des meilleurs épisodes. C'est possible. En tout cas, ouais, de mon côté, c'est un peu le même sentiment, hein. On a bien dormi quand même parce que crevé hier soir après tout ce qu'on a produit, parce qu'on s'est lâché quand même durant le live et tout sur Real France, mais elle est encore là, cette défaite. C'est vrai que la défaite est encore là, mais comme on en parlait vite fait ensemble, pour moi, la défaite, évidemment qu'elle fait mal contre le rival historique, en finale d'une coupe, aussi mineure soit-il, mais un trophée, ça reste un trophée. Mais pour moi, tu peux perdre une finale, mais pas comme ça en fait. Et je pense qu'on va en parler parce que la forme des choses, l'attitude des joueurs et globalement ce qu'ils ont produit en étant même pas capables de se réveiller. Même pas capables de se réveiller, peu importe la situation. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Thomas, Chronique Foot, tu me dis ce que tu en penses. Mais est-ce que pour toi, l'attitude des joueurs te permet d'avoir de l'espoir pour la suite, quoi? Par rapport à hier soir, je suis pas certain que ça soit qu'une question d'attitude. Je pense qu'il y a un complexe face à ce Barça, un complexe d'infériorité. On était sur quasiment 10 matchs sans défaite et dès qu'on rencontre le Barça, on prend une tôle. Et je pense que c'est aussi lié à un problème tactique. Voilà. Je pense qu'à un moment, dès qu'il y a des transitions, on se fait ouvrir, les 4 de devant ne défendent pas. Je pense que c'est plus lié à ça. Voilà. D'accord. Voilà. Et pour revenir sur, tu disais, ouais, perdre une finale. Tu sais que le Real perd très peu de finales. C'est vrai. Et ce matin, il y a un truc qui m'a un peu marqué. Vous allez me donner votre avis. Je ne peux pas mettre le visuel, mais c'est Florentino Pérez, vous avez dû le voir passer sur Movistar, qui a dit à Modric, des fois, on peut perdre des finales. Tu ne penses pas? C'est une phrase que je Et je n'aurais jamais trouve que pensé qu'il dirait, ouais. ouais, je trouve que c'est bizarre. Alors, est-ce qu'il a dit ça pour vraiment remonter le moral de Modric qui était touché, mais ça rentre pas dans l'ADN du Real d'accepter une défaite en finale. Je te laisse la parole, Thomas. Ouais, non, mais c'est une manière de poser tout de suite un pansement à la défaite parce que après moi je vais vous le dire honnêtement, je sais pas si vous avez le même avis, mais moi je crois que je préfère, alors pas parce que je suis sado, mais plutôt mais je préfère qu'on prenne un tarif comme on a pris hier, plutôt que perdre un match, tu vois, tu perds 2-1, 3-1 en proposant rien, mais tu vois, mais le Barça te met pas un score comme ça s'est passé hier, parce que je pense que c'est le Real Madrid et Florentino Pérez notamment, pour qu'il soit touché, il faut que l'image soit touchée. Hier, on a pris une volée en Modovision, il faut le dire, en Modovision, parce que le match était évidemment diffusé absolument partout, comme tous les classicos, mais je pense celui encore plus. Notamment, il y a beaucoup de chaînes gratuites, tout ça, qui avaient les droits en France et dans d'autres pays. Bref, et je pense que c'est une défaite en ce sens-là qui est mieux qu'une défaite, petite défaite, parce que je pense que c'est ce qui peut remettre le plus en question le Real Madrid, peut-être sur le mercato, peut-être par rapport à l'avenir de Carlo Ancelotti, on en reparlera après, mais je préfère presque qu'on prenne une branlée par rapport à ça qu'une petite défaite. Alex, il me disait quelque chose en off tout à l'heure. Toi, tu aurais voulu, tu as développé, Alex, que Chesney ne prenne pas le rouge. Ouais, j'aurais préféré que. Alors là, je vais le dire, hein, je l'ai dit hier dans mon débrief, mais pour moi, hier, parti comme c'était parti à 5-1 à la 47e minute, vu l'humiliation qu'on prenait en termes d'attitude défensive et toute la clique, honnêtement, le carton rouge, on doit le voir comme une bénédiction, enfin, pour certains, mais moi, j'aurais préféré qu'ils ne prennent pas un carton rouge. J'aurais préféré qu'on prenne, et je vais suivre un peu le discours masochiste de Thomas, qu'on prenne 7 ou 8 buts, et que là, après ça, on se prenne une telle raclée qui est des changements profonds à faire. Parce que là, quand j'entends de part et d'autre, selon les sources et tout, que le Real Madrid a toujours confiance, ne veut rien changer, ne C'est une veut sorte de pas faire des posture, choses, ça. à un moment donné, j'espère que c'est une posture juste pour les médias et qu'en interne, ça va changer des choses. Parce que si là, après un 4-0 et un 5-2 contre ton rival historique, tu ne changes pas des choses, je ne comprends pas. Donc à Je un sais pas moment si c'est donné, déjà arrivé qu'on prenne autant de buts en 2 classicos. Comme non, ça. ou alors, putain, ça doit remonter à très longtemps. Déjà, ils ont dit hier, hein, enfin, moi j'ai regardé le match sur l'équipe, ils ont dit que 4 buts en une mi-temps, puisqu'on avait pris 4 buts Ouais. lors de la deuxième mi-temps en octobre, là c'était 4 buts en première mi-temps, c'était pas arrivé depuis 1943. Non, mais Donc, c'est grave. je pense que c'était Bernabéu le président à ce moment-là.
Je sais que Thomas, tu as dit la même chose que moi dans ton débrief. On a eu la même argumentation à un moment donné quand on a dit on a vécu le 4-0, on a vécu le 6-2, le 5-0. Mais à cette époque-là, le 5-0 avec Mourinho ou le 6-2 en fin de cycle, ils étaient moins humiliants parce qu'au moins, on avait essayé de jouer. On avait eu des opportunités. Là, tu ouvres le score au bout de 5 minutes. J'ai l'impression que le Real a oublié, et c'était une finale, le Real a oublié comment on jouait au football. Et simplement, j'avais l'impression de voir une équipe, je te jure, de débutants contre en face des gamins plus matures que nous et beaucoup plus forts que nous et simplement qui, eux, n'ont pas bafoué leur jeu. Et la force du Barça, c'est une équipe qui, même quand ils ont des remplaçants, des blessés, qu'ils ont des jeunes ou ce que tu veux, ça joue au football. Et ça, c'est un truc qu'on ne pourra pas leur enlever. Et nous, non, on ne sait pas jouer au foot. On en revient au fameux complexe d'infériorité, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, mais dont évoquait Thomas en tout début de vidéo. C'est-à-dire qu'on a un Barcelone, une équipe du Barça, qui est dans tous les classicos, ou entre 90% des classicos, se transcendent parce qu'eux, ils ont la motivation extra qu'ils doivent avoir dans un match comme ça quand tu affrontes ton adversaire historique. Et dans l'autre sens, on a un Real Madrid qui prend ce match comme un match finalement lambda, où c'est un match très important. Un match très important, mais ce n'est pas un match où tu as plus de motivation que ça. Et surtout, hier, tu as une équipe qui se désintègre. Et moi, ce que j'envie, du coup, s'il y a un truc que j'envie peut-être au FC Barcelone, c'est ça. 1, c'est une équipe qui ne se renie jamais par rapport au jeu. 2, c'est une équipe qui, quand elle peut te mettre 6 buts, elle va te mettre 6 buts. Tandis que le Real, hier, ça a gagné à 0, c'est 2-0, après ça s'arrête. Ouais, alors c'est vrai que historiquement, on ne met pas des tolls au Barça. Sur les dernières années, on en a quand même mis. On a mis le 4-1 l'an passé. Finalement, le delta de buts, c'est la même chose que cette année-là. C'est 3 buts d'écart. Et on avait mis le 4-0 en Copa del Rey. Mais c'est vrai qu'habituellement, quand on bat le Barça, on n'a pas cette dalle de vouloir les achever. Donc, Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi sur les 5 derniers classicos avant celui de Liga, ou même simplement, on avait une belle série de victoires et d'invincibilité contre eux. Quand tu vois qu'avec Zidane, on s'en sortait super bien, machin. Même avec Ancelotti, on commençait un peu à voir la lumière au bout du tunnel au niveau des classicos. Mais là, aujourd'hui, il a suffi d'un 4-0 pour qu'on retombe dans le travers et que là, un Barça qui, depuis novembre, se liquéfie dans toutes les compètes quasiment, on n'arrive pas, nous, à leur tenir la dragée haute. Et je ne comprends pas, en fait, comme tu disais, comment les 4 de devant, même si Bellingham, quand même, il court, tu vois, mais comment les 3 autres, ils peuvent ne pas défendre, comment on n'arrive pas à trouver cet équilibre, comment je sais pas, on se saborde, en fait. Le quatrième but. C'est pour ça que je pense que c'est tactiquement qu'il y a un gros souci. Non, mais surtout, et même de l'intelligence de jeu, ouais, je suis d'accord, ça se relie de toute façon. Mais l'intelligence, le quatrième but, il reste 10 secondes à jouer en première mi-temps. Corner pour nous. Comment c'est possible? Non, mais les amis, vraiment, quand on revoit cette action en 4K, même moi encore, j'y crois pas. J'ai l'impression que c'est un prank qu'on m'a fait. Comment c'est possible que Rodrigo, il la mette à Camavinga? Camavinga, qui la mette un petit peu trop fort en retrait, Rodrigo passe encore. Mais Rodrigo, il lève pas la tête. Il y a un mec devant lui. Il y a l'arbitre devant lui. Il va la donner au mec qu'il ne voit pas derrière. Et du coup, on prend le but derrière parce qu'il n'y a personne capable de défendre comme il faut. Mais c'est hyper grave. On fait des erreurs, mais je te jure que même sur FIFA, tu ne les fais pas. C'est pas possible. C'est clair. J'ai 2 points à souligner. C'est que déjà, il faut féliciter le Barça parce qu'ils étaient dans un contexte compliqué avec la non-signature des joueurs, etc. On aurait pu les achever, on ne l'a pas fait. Donc, on les relance avec un titre, clairement. Parce que là, on pouvait leur mettre une saison blanche. Et tactiquement, Koundé a dit une phrase très intéressante hier. Il a dit « On savait ce qu'on devait faire pour gagner ce match. On avait tellement étudié le Real. » Donc, en fait, il parle quoi? Il parle des transitions et des contre-attaques. Il savait très bien qu'en transition défensive, le Real se fait complètement ouvrir. Et on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a une stat. Et contre les grosses équipes, c'est le même tarif qu'on prend à chaque fois, c'est-à-dire une défaite. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Non, mais tout à fait. Il y a un vrai souci dans la préparation des matchs. On sait, Carlo Ancelotti, de toute façon, on le voit, dès que l'adversité se corse un petit peu, tout de suite, il entre dans une phase où on s'adapte. Et hier, ça ne marche pas. Hier, c'est quoi le plan de jeu du Real Madrid? C'est quoi le plan de jeu du Real Madrid? Je pense que même le mot plan, il rigole. Quand il entend dire le Real a un plan, même le mot plan, il rigole, tu vois. Je pense que c'était tout simplement de jouer dans le milieu de terrain et de se dire on va utiliser les espaces et la profondeur parce qu'on a des joueurs rapides. Point barre. Voilà. Sauf qu'en plus, ça ne peut pas marcher parce que pour jouer comme ça, il faut avoir une défense qui est solide. Et le ballon aussi.
de temps en temps. Et ce qu'on n'a pas. Si tu regardes nos 4 défenseurs, alors on fera peut-être du cas par cas plus tard, mais défensivement, on est beaucoup trop catastrophique, beaucoup trop faible. Il y a même aussi un problème clairement avec ce 4-3-3 parce que devant, les 3 de devant ne font pas suffisamment d'efforts. Donc forcément, quand tu te mets à défendre à 7, bah, c'est aussi un problème, à 6 même, puisque tu comptes Courtois dans les 7. Ça ne peut pas fonctionner face à une équipe comme ça de flics où c'est tellement bien organisé, où tu vois très bien qu'il y a des circuits de passe qui sont travaillés, qui sont préparés, qui sont schématisés, où tu as chaque joueur qui sait ce qu'il doit faire face à un Real Madrid qui, tu regardes individuellement, notamment au milieu de terrain, les 3 là, Valverde. Valverde, il courait partout, il ne savait pas où aller, mais lui au moins il courait partout et donc il réussissait à faire des petites récupérations par-ci par-là. Camavinga, il était paumé, à l'image d'ailleurs du penalty qu'il va commettre. Et Bellingham, c'est pareil, perdu. Alors Bellingham, est-ce qu'il n'avait pas encore sa blessure de la demi? Mais c'est vrai qu'il était perdu sur le terrain. Moi, il y a un truc qui m'a saoulé, et c'est peut-être d'ailleurs le plus honteux dans cette rencontre-là, c'est que tu es en supériorité numérique pendant 40 minutes, en comptant les arrêts de jeu. Et tu joues pas. Tu marques juste après le coup franc donc, de Rodrigo. Je dis pas que j'y crois à ce moment-là, mais je me dis, attention, si tu marques avant la 70e, il n'y en a que 2 derrière à mettre et le Real est largement capable de les faire souffrir. Je n'ai vu à aucun moment une attitude d'une équipe qui voulait marcher sur son adversaire. Je n'ai vu à aucun moment une force collective se dégager et justement utiliser cette supériorité numérique. Je n'ai vu aucun caractère. Et c'est peut-être ça finalement dans cette rencontre qui m'a le plus saoulé, sans compter évidemment les failles défensives dont on parlera juste après. Mais c'est ça, ce manque de caractère de se dire, c'est peut-être là le tournant de la rencontre. C'est peut-être là, en plus on marque sur coup franc, le gardien il n'est pas rentré dans son match, Peña, etc. Maintenant on va les harceler, on va jouer dans leur camp, on va leur faire mal. En plus, je crois que Yamal était sorti à ce moment-là de la rencontre. Franchement, on avait toutes les cartes en main pour les asphyxier dans leur camp. Et on n'a pas vu ça. Donc franchement, c'est ça qui m'a le plus gonflé. Surtout que moi, honnêtement, j'y croyais pas. Parce que je vais te dire un truc, pourtant ça sortait bien. Hein. Comme il le dit Thomas, le gardien il rentre, il prend un but d'office, donc ça ne le met pas en confiance. Ils sont à 10. Nous, on aurait pu prendre des cartons rouges dans ce match-là. Camavinga, il aurait pu ne pas finir ce match. C'est vrai. Donc franchement, on était même très content d'être à 11. Je me suis dit, on va voir si on marque avant la 70e minute, le 5-3, pourquoi pas. Mais honnêtement, j'ai vu les 3-4 premières passes qui ont suivi. J'ai vu l'attitude. J'ai vu le manque d'idées, j'ai vu le manque de percussion, le manque de passe vers l'avant. J'ai vu à quel point le Barça, ils étaient intelligents par rapport à nous, à se positionner et à balancer sur Lewandowski et Olmo qui venaient de rentrer. Et j'ai fait ça, je crois que ça va être les 30 minutes les plus longues de ma vie. Et je te jure que si on avait joué 1 heure de plus, mais on ne marquait pas un 3e but. Mais je suis certain, tellement on était nuls. Mais on était nuls. Et c'est une incapacité de jouer face à des blocs bas. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Le Real, face à des blocs bas, ils se sont mis à 5 derrière le Barça, ligne de 5. Et ils ont bouché toutes les demi-espaces. Les blocs hauts contre les blocs bas, c'est pareil. Terminé. Ben oui, mais tu as entièrement raison. Mais d'ailleurs, pour continuer sur ça et sur un peu plus peut-être au lieu du jeu, les joueurs en question, c'est quand même un paradoxe de se dire que le seul bon joueur du match, je parle de joueur de champ parce que Courtois, le pauvre, les 5 buts, il peut pas faire grand-chose. Hein. Il en a sauvé avant. Grâce à lui, d'ailleurs. Ouais, il en a sauvé. Donc Courtois, celui qui le critique, franchement, les gars, vous n'avez pas de cœur. Mais c'est quand même un paradoxe dans ce match-là que le seul qui a été bon, c'est quand même le joueur le plus critiqué depuis le début de saison. Et c'est Kylian. C'est le seul que je garde en haut du top parce qu'il a tellement fait de belles choses. Il était très très bon hier. Franchement, je te laisse la parole, Thomas. J'ai juste un truc à dire. Ce qui est rigolo, c'est que quand tout le monde était au niveau, seul Kylian ne l'était pas. Et hier, il y avait que Kylian qui était au niveau et toute l'équipe qui était à la ramasse. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas, du match de Kylian? Non, mais ce que Thomas dit, d'abord, c'est très vrai et drôle, ou pas d'ailleurs. Mais pour Mbappé, oui, honnêtement, il fait un excellent match. Hein. Vraiment, si on retire pardon, le 5-2, le scénario, le contexte, le résultat, on regarde juste le match de Kylian Mbappé, on se dit, le mec, il n'a pas eu énormément de ballons à jouer dans cette partie, mais quasiment tous les ballons, à chaque fois qu'il prenait le ballon, il se passait quelque chose. Vraiment, son but, le premier but, l'ouverture du score, là, on a vu un but référence, un but vraiment à la Kylian Mbappé,
un très bon Kylian Mbappé. Et en plus, tout de suite, et là, c'est là où c'est frustrant que le Real derrière n'appuie pas pour essayer d'aller enfoncer le clou. Parce qu'à partir du moment où Mbappé marque son but, tout de suite, tu sens que psychologiquement, mentalement, il prend l'ascendant sur les défenseurs du Barça. Tout de suite, ça défend plus pareil. Parce que tout de suite, le mec se dit ah putain, le C'est mec fou comme il peut faire peur aux adversaires quand même. Hein. Ouais, tout de suite, il change le rapport de force, s'inverse. Et derrière, c'est dommage justement que le Real Madrid n'ait pas profité de ça. Après, malheureusement, on s'est fait souiller, donc Mbappé, après, on l'a plus vu. Et puis après, on l'a revu sur la fin de match parce que on en parlait. C'est vrai que quand on est à 10 contre 11 pendant 20 minutes, il se passe absolument rien côté Real Madrid. On n'arrive même pas à frapper, à cadrer une frappe. Et sur les 10 dernières minutes, les 5-10 dernières minutes, celui qui réussit à mettre un petit peu de peps dans cette partie, c'est Mbappé qui fait 2-3 enchaînements quand même de très grande classe. Il met quand même un très beau ballon pour Bellingham, un autre pour Rudiger. Il y a sa frappe quand même qui est superbe aussi sur la fin de match, l'enchaînement. Donc oui, Mbappé, c'est le joueur qu'on sauve, clairement. Ouais, j'ai bien aimé Rodrigo, moi. Aussi. Ouais. Rodrigo, il fait une belle reprise sur la barre. Dommage qu'elle rentre pas. Ouais, il met le coup franc. Je l'ai trouvé plutôt juste dans son jeu. Ouais, je l'ai trouvé bien. Rodrigo, le seul truc qui, je vais être un peu vulgaire, mais qui nique son match, c'est le corner. C'est le fameux corner, la passe qu'il fait, qui mène au 4e but. C'est ça qui fait très très mal à son match. Parce que sinon, je suis d'accord avec toi, Rodrigo, sur la première mi-temps, il était très très actif. Même en deuxième, c'est lui qui, avec Mbappé, ça a été le meilleur, clairement, sur le terrain. En fait, ce qui est dommage, voire regrettable, c'est que tu as l'impression qu'il y a toujours des joueurs qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, mais que c'est encore une fois jamais un collectif qui brille. Donc des fois ça va être Vinicius, même si Vinicius, on en parlera peut-être après, ça fait 2-3 matchs, je trouve, il est en train de sombrer un petit peu. Des fois c'est Bellingham, mais après Bellingham s'est effacé. Des fois c'est Mbappé, mais tu sens pas qu'avec ces joueurs de talent, il y a une force qui se dégage pour mettre à mal l'adversaire. Et c'est que des individualités qui font la différence à chaque fois. Pour moi, il n'y a pas d'osmose. Il n'y a pas d'osmose. En fait, c'est comme on revient toujours à la même chose. Thomas l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de schéma de passe côté Real comparé au Barça. Il n'y a pas d'études vidéo, tu as l'impression qu'ils sont faites en termes tactiques. Le positionnement, il est toujours chaotique. L'autre jour, contre Majorque, j'avais fait la même réflexion en me disant, je ne sais même pas comment joue le Real Madrid. On joue à l'abordage, les mecs ils montent, Rudiger il se retrouve latéral gauche, enfin ailier gauche, machin il se retrouve en pointe. À la fin, il n'y a pas d'identité en fait. Ouais, exactement. Et les joueurs en fait, tu as l'impression, on leur dit vous avez carte blanche, vous faites au feeling. Mais ça marche pas comme ça. À un moment donné, je crois qu'il y a un but qui est super criant dans tous les cas, c'est le premier but qu'on prend. Rudiger, et je sais pas ce qui lui passe par la tête, et ça fait déjà 2 fois, parce que je crois que contre Séville, on en avait déjà parlé de cette erreur-là. Il a tendance à suivre l'attaquant de pointe, mais à sortir de sa position. Il sort sur Lewandowski qui avait fait un appel du coup sur la passe de Gavi. En retrait, ouais. Et il la donne en une touche de balle à Lamine Yamal qui part en profondeur avec un Ferland Mendy qui a oublié les b.a.-ba du football. C'est que jamais tu défends sur l'extérieur sur un ailier et pas sur l'intérieur. Le mec il se retrouve bouffé avec un Rudiger hors de position. Tchouaméni qui n'est pas capable simplement de montrer une présence ou d'être assurant ou défendre autre chose que sur la pointe des pieds. En fait, tu as une circulation qui fait aujourd'hui que les joueurs sont au feeling. Ils font n'importe quoi. En fait, ils ne jouent pas en fonction de comment sont placés leurs collègues. Ils jouent en fonction d'eux-mêmes. Et ils se disent qu'ils même me suivent. Mais ça ne marche pas comme ça, le foot. Le Barça, le hors-jeu, c'était de la synchronicité. Je ne sais pas si ça se dit, mais synchronicité peut-être. Sur le côté où on monte, on descend ensemble. Le Real, c'est des pions qui se déplacent, mais en toute liberté. Genre, je regarde pas ce que fait le copain, je marque pas les adversaires. Vasquez, Tchouaméni qui ont vu Rafinha leur bouffer le nez au moins 2-3 fois dans le match minimum et en plus qui finit en but, c'est pas normal. Aujourd'hui, le Real n'a aucune cohérence. Et je n'aime pas ça. J'ai une question à vous poser. Pour vous, les responsables, ce sont les joueurs offensifs qui ne défendent pas et qui rendent du coup, qui donnent une supériorité numérique aux adversaires, ou c'est le niveau catastrophique de nos défenseurs? Est-ce que par exemple, si on avait une défense qui était cohérente, je reprends la défense de l'époque, Ramos, Pep, Marcelo et j'en sais rien, Carvajal, est-ce qu'on aurait eu ce genre de problème même avec 2-3 attaquants qui ne défendent pas? Ça, c'est une question à 1 milliard. Hein. C'est compliqué on est dans de la fiction, donc c'est compliqué. Mais pour moi, c'est les deux. D'ailleurs, d'abord, il y a un vrai problème. Parce qu'offensivement, malgré tout, ça va. Parce qu'encore hier, on marque 2 buts. Si tu regardes l'histoire des classicos, tu regardes les matchs où tu mets 2 buts, souvent, tu t'en sors avec un match nul ou voire tu gagnes le match. Tu vois. Le problème, il est clairement défensif côté Real Madrid. Offensivement, malgré tout, même s'il n'y a pas une alchimie de fou et tout entre les trois, on a toujours 1 ou 2 joueurs qui réussissent à briller individuellement. Mais pour répondre à ta question, évidemment,
Il y a un problème d'abord, que les 3 défendent pas parce que tu te retrouves à défendre avec 6 joueurs au lieu de 9. Et puis en plus, défensivement, les 4 joueurs, tu regardes individuellement les 4 défenseurs que tu as. Hier, tu as Lucas Vazquez qui est un milieu de formation, même si ça fait 4-5 ans maintenant qu'il joue, qui joue latéral. Tu as Tchouaméni qui est un milieu de terrain qui joue depuis 6-7 mois à peine en tant que défenseur et qui n'a pas donc forcément tous les béabas, tous les repères dans le central. Et tu as Ferland Mendy qui est catastrophique depuis 6 mois. Et puis tu as Rudiger aussi qui, le mec, on tire tellement dessus depuis 2 ans il est fatigué aussi. Il y a de la fatigue. Donc individuellement, tes 4 défenseurs actuellement sont pas bons. Tu as Rudiger qui, sur la meilleure période qu'il a eu, Rudiger notamment, c'est avec Asensio. Et pour moi, hier, au-delà du fait que Tchouaméni n'est pas bon, moi j'aurais mis Asensio aussi pour des raisons même de profil en fait. Parce que le Barça, on le sait, ça va très vite aussi. Il y a des flèches entre Rafinha et Lamine Yamal sur les côtés. Asensio, c'est un joueur qui va très vite. C'est l'une de ses qualités. Tchouaméni, c'est tout le contraire. C'est un mec qui est très lent. Et d'ailleurs, il suffit de regarder le 5e but. Le 5e but. Le Real qui veut jouer un peu comme le Barça à défendre très très haut dans le camp adverse. Les mecs, ils ont mis un ballon dans le dos de Tchouaméni et de Lucas Vazquez. C'est fini. Rafinha, il est allé, le mec, il trottinait. Il n'a même pas besoin de sprinter. Non, mais il y a un truc qui est super intéressant. De ce que... Attends, vous voyez les notes ou pas là? Ouais, on voit les notes. Les notes de Real France. Rodrigo mérite plus. 0, 0, 0, 0, 0. C'est la première fois que tu mets 5-0 comme ça? Ah ouais, bah oui. Ah ouais, j'avais pas vu le. Et encore que Vinicius, t'as été gentil de lui mettre 1 parce que. Tu sais pourquoi j'ai mis 1 à Bellingham et Vinicius, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont une action décisive chacun, entre guillemets. Vinicius, c'est quand même lui qui gratte le ballon sur le but de Mbappé. Bellingham sur le ballon qui met avant les J'aurais mis 5 à Rodrigo et peut-être 5 à Courtois. Mais après, Courtois, il en prend 5, donc c'est difficile de lui mettre la moyenne aussi. 5 Rodrigo, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. J'en parlais justement juste avant dans le live. Rodrigo 3, j'étais un peu méchant parce que j'avais trop le. T'avais la haine. Là, sur le corner, ça, il passe pas ça. Mais n'empêche que tu vois, en vrai, c'est révélateur. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que il y a des joueurs ici là qui sont en négociation pour des prolongations. Il y a des joueurs ici qui savent que le mercato prochain, il y a potentiellement des gros joueurs qui arrivent. Et là, aujourd'hui, si, en toute honnêteté, tu prolonges Ferland Mendy, tu prolonges Lucas Vazquez et que tu laisses Tchouaméni au Real Madrid, même s'il y a des belles offres. Attends, tu me fais penser à un truc avec Tchouaméni. Pour moi, c'est pas bon. Tchouaméni, il est passé milieu de terrain. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le gars ne sort, quoi. Non, il ne sort pas. C'est ce que j'ai écrit hier sur Twitter. J'ai dit, mais c'est pas possible. Le gars a des dossiers sur Carlo à un moment donné. Comment ça se fait que le gars ne sort jamais, quoi? Faut qu'il fasse quoi? Qu'il tue un mec en face pour qu'on le dise? Pas loin parce qu'il met un taquet à Olmo et il sort juste après. Oh, c'est vrai qu'en plus, il a failli lui mettre. Enfin, en vrai, franchement, à vitesse au ralenti, le geste est chaud, mais ça va. Mais à vitesse réelle, moi, je me suis dit, ça y est, un carton rouge et tout. On va prendre une branlée après à 10 contre 10. Mais tu vois, Tchouaméni. Mais moi, j'aime bien quand il fait ça. Je trouve que justement, il le fait pas assez. Alors ouais, mais tu vois, après, il y a une différence entre. Tu vois, je vois quand tu fais référence à, par exemple, un Casemiro qui mettait un bon impact à l'adversaire pour leur dire bien sûr. Je suis là. Mais Casemiro, il le faisait à 0-0. Il ne le faisait pas à 5-1 ou 5-2. Et surtout qu'il le faisait. Ça marquait, quoi. Là, pour le coup, Tchouaméni, j'étais en mode mais c'est incroyable que le mec, c'est une merguez sur pattes. Et à n'importe le rôle qu'il a, il va jouer. Et pour moi, aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont signé leur arrêt de mort hier au Real Madrid, je parle. Et vu qu'on est sur le dossier Tchouaméni, parce qu'il y a tellement de points à aborder encore, est-ce que pour vous, ça y est, c'est acté, Asensio va désormais jouer? Ah, mais il le faut. Parce qu'apparemment, j'ai vu, alors je crois que c'est Relevo qui le dit ce matin, que plusieurs joueurs, voire cadres, ne comprennent pas pourquoi Asensio ne joue pas. Ah, mais si Asensio ne joue pas titulaire à partir de maintenant, mais là, Carlo Ancelotti, il est fini. Enfin, du moins, je ne comprendrais pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais. Non, je suis d'accord, mais je suis même pas sûr qu'il y aura une telle remise en question. Mais évidemment qu'elle doit s'imposer. Il y a pas photo. Tchouaméni, il n'est pas au niveau. Et même si Tchouaméni peut être une solution de dépannage d'urgence, mais ça doit être une solution d'urgence. Asensio, encore une fois, je le répète, mais Rudiger, le meilleur passage de Rudiger sur la saison, c'est quand il a été associé à Asensio. Pas forcément parce qu'intrinsèquement, l'un est meilleur que l'autre, simplement parce que les qualités de Asensio font qu'elles correspondent mieux à Rudiger. Et quand tu dois faire une association en défense, normalement, tu prends les qualités des uns des autres et tu fais le meilleur combo, tout simplement. Asensio, ça fait 20 piges qu'il est formé en tant que défenseur. Donc, le mec, il a au moins les repères parce que
Tchouaméni, en termes d'alignement, de positionnement, c'est catastrophique. Après, je lui en veux à moitié parce que c'est pas son poste et il n'a pas été formé à ce poste-là. Donc, je comprends qu'il y ait des erreurs, mais Asensio doit jouer. Et puis en plus, de par ses qualités, je l'ai dit encore, mais je le répète, mais hier, Asensio doit jouer tous les jours parce qu'il a moins de la qualité. Et à la fois le qualité et le positionnement, ça t'aurait peut-être sauvé. Je peux faire un une ou deux. take, une hot take. Pour moi, si Asensio est titulaire hier, il y a au moins 2 buts qu'on prend pas. Et le match est totalement différent. Et je le dis, parce que j'ai pas les screens, c'est dommage. Mais c'est Lamine vrai qu'il y en a- Yamal, jamais, je dis bien, avec Asensio, jamais Lamine Yamal ne frappe sur son Et premier le tir. 3-1 non plus, quand Et le Tchouaméni 3-1 se jamais. fait aspirer Jamais. d'une facilité déconcertante par Rafinha, jamais il se fait prendre. Au moins, il fait Jamais. faute. Ah ouais, Mais jamais. tu vois en plus que Tchouaméni, ce qui manque, c'est que moi, je le trouve toujours dans ses chaussons. C'est pour ça que je l'appelle le sénateur. Alors que Asensio, quand il arrive, il a ce. Alors, bien sûr, des fois, c'est des défauts, mais il a cette agressivité, il a du caractère, tu vois. C'est pour ça qu'on le compare un petit peu à Ramos, c'est qu'il dégage quelque chose. Il a déjà quelque chose en lui. Et ça, c'est dommage, c'est que tu as un petit diamant, il te suffit juste de le polir. Et c'est dommage qu'on ne l'utilise pas, quoi. Et il peut faire Monsieur Podcast. Vas-y, excuse-moi Thomas, je t'ai coupé. Non, mais d'ailleurs, tu parles de caractère, de personnalité. Moi, je trouve aussi que sur le match d'hier, ça fait partie des choses qui m'inquiètent. Je trouve que trop vite, on a un Real qui se désintègre, où les têtes, ça regarde les chaussures. Je trouve que ça manque aussi de leader. On en a déjà parlé, notamment quand on avait évoqué Ramos par Ramos. C'était l'argument. Avec Ramos, notamment, du leadership, il va t'en amener. Je trouve qu'Asensio, notamment ce qu'il a montré à Mallorca quand il est allé un peu chercher Maffeo pour lui répondre. Mais oui. Moi, je trouve que ça démontre un gars qui a de la personnalité, qui a du caractère, et on a besoin aussi de joueurs comme ça. Là, quand tu regardes encore une fois les 11 joueurs qui étaient alignés hier, il y a qui concrètement qui a un caractère et qui est capable d'aller voir un autre joueur et lui dire, mon gars, il faudrait peut-être que tu te bouges un peu parce que j'en ai marre de faire les efforts pour toi. De base, Rudiger ou Jude, mais normalement, non, pas Jude encore. Tu sais que moi, on m'a posé une question sur Instagram, on me dit, Thomas, qu'est-ce qui manque au Real? Alors, je dis, bon, déjà, il y a l'absence de Kroos qui n'est toujours pas réglée, mais en fait, j'ai dit, il manque des joueurs de caractère. J'ai dit, au niveau du talent et de la jeunesse, Kamavinga, Bellingham, c'est des mecs qui sont jeunes, très talentueux. J'ai dit, mais si vous comparez par rapport à la génération qu'on avait avant, c'était que des capitaines de sélection nationale qui avaient du caractère. Tu avais Modric, tu avais Ronaldo, tu avais Ramos, tu avais Casillas, Marcelo, Carvajal, mais c'était que des mecs, des chiens de la casse, quoi. Des mecs, tu sais, Casemiro. Là, aujourd'hui, ils sont très talentueux, ils sont presque trop gentils. Ouais, mais tu te rappelles, c'était quand? C'était il y a 2 jours. Valverde, il a dit, alors je ne sais plus exactement la phrase exacte, tu me corrigeras Thomas, vu que tu es l'expert presse ici, mais il a dit un truc du style, qu'est-ce que tu veux que je dise à un mec comme Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde, etc. Mais le problème, c'est justement cette phrase qui me pose problème, parce que ça démontre, oui, qu'il y a de la bienveillance, et heureusement, tu vois, mais à un moment donné, c'est aussi symbolique que si un joueur ne traverse pas une bonne période, tu vas toujours le caresser dans le sens du poil et jamais le remettre en question. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais que j'aurais préféré qu'on en prenne 7 ou 8 hier, parce que tant qu'il n'y aura pas cette branlée ultime, même si déjà c'est déjà énorme ce qu'on a mangé, bah pour moi, on ne secoue pas le cocotier, mais vraiment intégralement. Et on ne se pose pas les bonnes questions. Parce que si on dit à chaque fois, oh, c'est qu'une défaite, oh, c'est qu'une finale, oh, tout va bien, c'est qu'un match, on fera les comptes à la fin de saison. C'est pas comme ça que tu évolues. Et au bout d'un moment, les joueurs comme Vinicius, par exemple, qui sont sortis hier, et d'ailleurs, ça m'a surpris que Ancelotti fasse ça, à la 70-75e minute, parce qu'il en avait ras-le-bol de son attitude, de son manque de repli, son manque d'intelligence offensive hier, parce que hier, il essayait de faire la différence tout seul, de dribbler 3-4 mecs, au lieu de jouer simplement et dans le bon sens du jeu, et il faisait simplement rien. Ben, quand tu vois ça, tu dis, il y a peut-être des remises en question à faire, et qu'il y a certains joueurs aujourd'hui qui se prennent trop pour des starlettes, et d'autres qui jouent, comme tu l'as dit tout à l'heure en début de vidéo, on joue comme des sénateurs. On est là en mode, on prend le Barça pour une petite équipe, on s'est vu trop beau, on a cru qu'on allait élargir leur mauvaise période, et malheureusement, c'est pas possible de jouer comme ça. Et normalement, les leaders, avant qu'on change d'angle de vidéo là, normalement, les leaders, ça devrait être pour moi Valverde, Vinicius. En termes d'expérience au club, ça fait quoi? 6-7 ans qu'ils sont au club, ils ont 25 ans, ils doivent driver la génération qui est en dessous d'eux. Et aujourd'hui, Valverde, j'adore, hein, c'est pas encore un leader. Non. C'est pas un capitaine, Valverde, aujourd'hui. Il est trop gentil. Et celui qui va devenir, il le sera pas parce que c'est pas la règle à Madrid, mais c'est Bellingham. Dans 3-4 ans, Bellingham, s'il continue comme ça sera le vrai leader de cette équipe-là.
Il avait déjà commencé l'an dernier un petit peu à crier sur Vinicius de temps en temps, à lui reprocher des trucs quand il faisait pas la passe, le centre et tout. Mais tu vois, ça, dans 2-3 ans, ouais, il prendra plus le leadership et ce sera un capitaine sans brassard. Ouais. Bon, Après, il est pas on bon va hier. passer à notre Ouais. 6e défaite de la saison. Retour au point de départ, le Real est faible contre les forts. C'était plus arrivé depuis 2020, je crois, qu'on ait autant de défaites en si peu de temps dans la saison. À Ouais. vérifier, mais il me semble que j'ai vu passer la stat ce matin. C'est très très Ouais. dur. Défaite contre Lille, défaite contre le Milan, défaite contre le Barça et défaite contre Liverpool. Liverpool. Donc ouais, 6 défaites, ça commence à faire beaucoup. Bah, l'année dernière, c'est 2 défaites sur toute la saison. Alors, l'année dernière, ça, 2 défaites sur une saison, c'est exceptionnel bon, évidemment. Oui, Exceptionnellement voilà. bon, pardon. C'est un Évidemment, excellent cru, quoi. il faut rester lucide par rapport à ça. 6 défaites de la 6e défaite de la saison. 6 défaites, c'est ce qu'on fait normalement sur une Voilà, saison sur une entière. saison, Voilà. c'est ça. Et surtout, bah, le dénominateur de commun de toutes nos défaites, bah, c'est que ça arrive toujours dans les grands matchs. Dès que l'adversité, ça monte un petit peu d'un cran, au-delà de ça, dès qu'on se retrouve face à une équipe qui, collectivement est bien organisée, qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle doit faire, qui sait comment le Real Madrid joue et comment il faut faire contre le Real Madrid, bah, tout de suite, on retrouve un Real avec de grandes difficultés. Bah, surtout que là, tu vois les statistiques. Quelqu'un l'avait mis sur Twitter. Carlo Ancelotti. Attends, je vais la chercher, je l'ai. Là, c'est pas 51 matchs, 20 victoires. 20 Si, mais je vais l'afficher là. C'est ça, vas-y. Total Cristiano, je crois que Affiche c'était ça. le compte. C'est aussi un symbole. Genre, on a un Merde. entraîneur qui influe une tactique qui n'est pas la Ah, ça. bonne, qui influe une gestion du vestiaire qui n'est pas la bonne. L'an dernier, comme tu l'as dit, c'était exceptionnel. On a une équipe qui était extrêmement solide, extrêmement efficace. Là, cette année, on n'est ni solide ni efficace. Et en plus, on n'a pas de plan de jeu. Et tu as l'impression que soit les joueurs se prennent pour d'autres ou ne font pas les efforts à fond et tout. Mais dans les grands matchs, on se liquéfie. Par rapport au Barça qui prend tous ses matchs, qu'ils soient petits ou grands, par le bon bout et avec un football qui ne se dénature pas, nous, en fait, on est trop au feeling. Et c'est pas normal que contre le Barça, contre l'Atlético Madrid ou n'importe quoi, on n'arrive pas à gagner tes matchs-là. Contre tes plus grands rivaux, tu gagnes même pas un match sur 2. Et ça, c'est pas normal. J'aime beaucoup les chiffres dans le sport et je trouve que cette stat, elle est assez Oui. parlante. Donc, vous la voyez ou pas, vous? Parce que là, je veux Ah ouais. pas le retour. Ok. Oui. 51 matchs, 20 victoires contre Barça Atlético pour Ancelotti, 20 victoires, 20 défaites, 11 matchs nuls. Donc, j'ai pas le ratio, je vais le faire de suite, mais on doit être aux alentours de 35-40%. Ah, c'est affreux. C'est affreux. C'est faible, c'est faible. Alors, bien sûr, c'est compliqué, hein, ces matchs-là. Mais quand même, 20 divisé par 51, 39% de victoire. Carlo a pas fait face au Barça de Guardiola non plus. C'est ça. En plus. Ça. Donc oui, c'est terriblement faible. Hein, et je trouve que ça image très bien finalement ce que nous on voit, c'est-à-dire que dès que tu joues contre un adversaire qui est solide, au-delà du fait que tu n'es pas bon, particulièrement sous cette saison, il y a le fait que Carlo est toujours un entraîneur qui s'adapte, toujours en train de s'adapter, parce que hier, le Barça, encore une fois, et c'est ce qui est un peu frustrant aussi, c'est que ce Barça-là, il n'est pas imprenable. On l'a vu sur les 2 derniers mois de compétition, notamment en Liga, les équipes se sont adaptées, ils ont travaillé, ils ont analysé le Barça, ils ont compris notamment la règle du hors-jeu et comment gérer ça bien, c'est-à-dire que tu fais des appels en partant d'un peu plus loin et surtout derrière les milieux de terrain, ça doit jouer en première intention, ce qui n'a pas été forcément fait non plus bien côté Real Madrid hier. Et par rapport à Carlo Ancelotti, moi je trouve finalement il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'il a l'image, et on pense de lui que c'est un entraîneur qui dégage beaucoup de sérénité, de tranquillité auprès de ses joueurs. Et en même temps, moi, quand je vois notamment, encore une fois, le match d'hier, ce que je me dis, moi, c'est qu'il dégage aussi de la peur et qu'il transmet de la peur à ses joueurs, la peur de jouer au football. Parce qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ont aucune assurance, les joueurs. Demain, tu as Xabi Alonso qui t'invente 3-4 circuits préférentiels. Au moins, tu as des bases sur quoi t'appuyer. Et le truc, c'est que là, tu ne sais pas quoi faire quand tu as la balle. Tu joues un petit peu, tu vas vers l'inconnu. C'est ça, en fait, la peur dont tu parles. C'est parce que les joueurs, ils ont la balle. Qu'est-ce que je fais? Alors que les Barça, c'était naturel. C'était travaillé. On voit que Flick, de toute façon, Flick, c'est un bon entraîneur. Hein. C'est le seul gars avec Guardiola qui a gagné 6 trophées en une année. C'est pas pour rien. Hein. C'est un super coach. Mais le problème, c'est que tu vois, Carlo Ancelotti, imaginons, tu as un Classico en Copa del Rey pour les quarts de finale, même si, à mon avis, je crois que dans les têtes, le Real Madrid va se liquéfier et ça va être très, 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 très dur les prochains matchs. Donc, contre le Celta de Vigo, attendez-vous pas
à un match de foot de la part du Real. Moi, je le pense clairement pas. Surtout qu'ils vont faire Question, tourner. on perd contre le Celta Vigo, Ancelotti viré? Moi, je pense on perd. Ouais, bah, peut-être pas viré, mais je pense qu'il faut y penser hein, au bout d'un moment. Non. Deux compétitions perdues en l'espace d'une semaine? Ça ferait beaucoup quand même. Hein. Mais il sera pas viré, mais parce qu'on connaît Pérez, mais il sera plus que fragilisé. Il sera fragilisé pour l'été prochain. Parce Ouais, que c'est là, sûr, il fera pas une saison de oui, plus. parce que là, tu gagnes la Non. Liga, la Copa del Rey et un autre trophée européen, il reste pour l'année prochaine. Mais par contre, ces deux défaites, c'est même pas des défaites, c'est ces deux branlés 4-0 et 5-2, ça va peser dans le bilan de la saison. Parce qu'à un Oui. moment où tu devras faire un choix, même si tu ramènes des trophées, bah, les prestations contre le Barça, ça pèsera et obligatoirement, sauf si tu te rattrapes lors du dernier Classico en Catalogne, ça va être compliqué ça. pour Carlo de justifier de continuer avec lui la saison prochaine. C'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que si tu rejoues un Classico dans 3 jours, il serait capable de remettre la même composition. Oui. Là où tu vois, oui. aujourd'hui, Carlo par rapport à Flick, en fait, il n'y a pas cette remise en question parce que Flick, ok, ils ont vécu un mauvais moment avec le piège Georgie qui ne marchait pas, leur trio qui était en panne sèche totale, la défense qui était moins souveraine. Mais en attendant, là, on leur donne l'opportunité mentalement déjà de sauver leur saison. Enfin, ils l'ont sauvé, du coup, avec un trophée, et de se relancer totalement dans le jeu et d'avoir des certitudes que nous, on n'a plus. Donc, la courbe maintenant va se réinverser, je pense, une nouvelle fois et à voir comment le Real va avoir les cojones ou pas d'aller chercher un amorti dans cette descente et ne pas descendre trop bas, malgré l'avance en Liga, malgré le calendrier est trop défavorable au Real. C'est vrai aussi. L'Atlético le 9 février qui sera sûrement un tournant dans la Liga quand on voit la forme des Colchoneros. Mais pour Carlo, tu vois, si tu rejoins un Classico dans 3 jours, normalement, Asensio titulaire, c'est Bayos au milieu de terrain et Camavinga, tu mets même arrière gauche parce que dans tous les cas, tu peux pas faire mieux que ça. Mais aujourd'hui, tu vois, Carlo, j'attends quand même de lui parce qu'on peut dire que c'est le principal problème, c'est une des principales causes de notre déclin aujourd'hui et tout. Mais Carlo, même s'il n'est pas sur le terrain comme les joueurs et c'est pas lui qui dicte leur attitude, moi je trouve que déjà rien que la composition, rien que l'intention de jeu, elle transmet de la nervosité, mine de rien. Et que pour moi, ça parasite d'office certains joueurs qui ne sont pas dans les meilleures dispositions. Et de l'autre côté, bah, il n'ajuste pas. Quand tu prends le 3e but du Real Madrid, mais c'est hors de question, normalement, d'en prendre un autre à la mi-temps. Tu fais tous les ajustements en temps réel, mais lui, il n'en fait pas. Donc je ne comprends pas en fait. Et je disais ce matin dans ma vidéo, j'ai dit le jour où il partira du Real, on se posera la question, est-ce qu'il fait partie des plus grands entraîneurs de l'histoire du Real? Évidemment qu'il rentrera dans le débat puisque c'est l'entraîneur quand même le plus titré. Mais il y a quelque chose qui sera toujours contre lui, c'est le manque de jeu et le manque de résultats contre le Barça. Et à ce jeu-là, Zidane, il aura quand même un gros truc, c'est qu'il a jamais perdu de finale déjà, 9 sur 9. Et contre le Barça, Zidane, par rapport au coach italien, remportait quasiment tous ses classicos. Il en a perdu que 2, je crois. Ouais, il était resté sur, je crois, même 5 ou 6 classicos consécutifs sans défaite. Mais voilà. Quel changement vous verriez? Est-ce que le Real doit recruter? Est-ce que le Real doit faire confiance à des jeunes style Fortea, etc. Ou est-ce que on replace? J'ai vu que c'était ce matin, je crois, Relevo ou Marca qui disait qu'il y aurait sûrement un ajustement tactique avec le repositionnement de Valverde en tant que latéral droit. Qu'est-ce que vous voyez là comme solution potentielle? Pour moi, il est clair que Asensio va falloir le remettre sérieusement dans l'équation. En tout cas, le mettre en concurrence sérieuse et sur le même pied d'égalité avec les autres. Ouais. Parce que là-dessus, il n'y a pas de débat par rapport au fait qu'il fera aussi bien. Je vais vous mettre un visuel, vous allez voir. Voire mieux que Aurélien Tchouaméni. Et après, par rapport au mercato, on a toujours l'éternel débat. Là, on a Marca aussi ce matin. C'est ça que j'allais mettre. Qui disait que Florentino Pérez va se réunir avec Sanchez, avec Carlo Ancelotti sur ces prochains jours. Alors, c'est pas pour parler de l'avenir de Carlo Ancelotti, plus pour parler potentiellement de ce qu'il faut faire pour peut-être faire mieux sur cette saison. Et donc, ça parle non pas de recruter dans l'axe. A priori, aux dernières nouvelles, le Real, ça ne recrutera pas dans l'axe. Mais peut-être à droite. Voilà, peut-être qu'ils m'ont réactivé, c'est la piste Alexander-Arnold. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'y crois pas parce que je pense que Liverpool ne vendra pas. Bah ouais, franchement, on s'est piégé tout seul. Le problème, c'est qu'on s'est piégé tout seul. Là, on est dans une urgence parce que tous les clubs européens savent que le Real Madrid, sur les côtés, c'est un boulevard. Et maintenant, tu crois que Liverpool, qui peut remporter Ligue des Champions Première Ligue, ils vont nous renforcer et là, attends, c'est pas possible. Et puis, là où ils ont été mauvais, le Real, c'est qu'ils auraient dû recruter ou faire une offre convenable au moment où tu gagnais tous tes matchs.
Même si tu mets Pour pas- 100 millions, maintenant, il partira pas. pour pas montrer que tu étais en position d'urgence. Là, maintenant que tu es en position d'urgence, le Real fait une proposition demain de 30 millions, par exemple, qui serait convenable pour 5 mois de contrat. Mais Liverpool dira non, non, on n'a pas besoin. Si vous pouvez mettre 30, vous pouvez mettre 40. Donc, ils accepteront pas. Donc, Et ouais, puis- c'est Félix Diaz qui disait ce matin qu'apparemment, Ah ouais. la piste, elle est toujours active. Est-ce que maintenant, c'est la solution pour nos problèmes défensifs à droite? Je sais pas, mais en tout cas, Arnold, le Il n'est problème, pas c'est que même réputé lui. pour être très bon défensivement. Maintenant, Mais non. c'est un super bon premier relanceur. C'est un mec qui est très bon offensivement, qui est très bon sur coup de pied arrêté, qui amènerait peut-être aussi une espèce d'aura et de nouvelle dynamique dans le club. Mais c'est pas un défenseur droit qui est vraiment réputé pour ses qualités défensives. Par Non, contre, mais par contre, en vrai, excuse-moi, c'est vraiment Arnold, le point fort au-delà de la défense éventuellement qui est pas extrêmement ouf. C'est vraiment qu'il y a un point qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est les coups de pied arrêtés. Mais s'il vous plaît, mais les corners qu'on a tirés hier, mais j'avais envie de me défenestrer. Genre, on a tiré à un moment donné 4 corners d'affilée au C'est premier vrai. poteau. Mais non, mais et pourtant, c'est Modric et tout qui les tirait. C'est Mais pas je me suis dit, travaillé, mais ça attends, aussi. mais C'est pas travaillé. qu'est-ce qu'on devient? On devient lamentable. Et le coup franc que Rodrigo y met, c'est un miracle. Mais vraiment, on se sait plus tirer du tout ou centrer. C'est trop grave. Excuse-moi, Ouais. Thomas, je t'ai coupé. Je voulais juste dire ça. Mais Non, mais oui, non, mais par rapport aux tireurs de coups francs, tout ça, pour les mettre dans le paquet, le meilleur joueur qu'on a pour ça, c'est Arda Güler, hein, et malheureusement, il n'est pas dans mais il dans, joue dans pas. l'équation. Dans l'équation. Non, mais recruter cet hiver, évidemment qu'il faut recruter, parce que tu vois, là c'est pareil, tu nous dis Alexander Arnold, bon défensivement, bof bof, mais là, on a quoi? Là, on a Lucas Vasquez. Ouais, Lucas, c'est sûr. Lucas Vasquez, dites-moi dans quel club européen avec des ambitions il est titulaire? Jamais, jamais. Tu te C'est rappelles, vrai. Thomas, ce que tu disais, c'était en novembre. Tu disais, ah, ce serait quand même bien qu'on teste des jeunes et tout, parce que c'est le moment avant de recruter. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 mois? Ancelotti, il a testé 0 joueur à la place de Vasquez, C'est à part vrai, faire c'est descendre vrai. Valverde ou décaler Raúl Asensio, qui est pas à C'est 100% vrai, non hein. plus. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la question de faut recruter ou tester des jeunes. On Mais revient à chaque fois ouais, dans le donc même on a parlé de 2 circuit. mois. Il Non, faudrait mais- en fait que Lucas Vasquez se blesse pour qu'on teste et que Valverde se blesse et que Asensio se blesse pour qu'on teste un Fortea. Et encore qu'il trouverait le moyen de te mettre un joueur au pif là-bas. Non, mais c'est trop grave. Bah, C'est c'est trop même, grave. c'est même pas Fortea qui mettrait, c'est Aguado, celui qu'on a Ouais, vu mais Aguado, il Ouais, sera en plus, intéressant. en Coupe du Roi. Non, mais voilà, l'action maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut espérer concrètement de ce Real Madrid cette saison. Moi, je le dis depuis 3 mois, si tu vas sur ta deuxième partie de saison avec Lucas Vasquez, pour moi, il n'y a aucune chance que tu vas nulle part. Déjà dans l'axe, c'était fragile. Sur le côté gauche, c'est catastrophique, mais tu gardes le petit espoir parce que tu dis Ferland Mendy, peut-être qu'à un moment donné, il va se réveiller et qu'il va redevenir au moins un bon défenseur. Mais à droite, il n'y a rien à espérer. Lucas Vasquez, je suis désolé, mais il n'y a rien à espérer. Et je l'aime beaucoup. Et je suis même peiné de le voir comme ça aussi en difficulté parce que ce serait bien. Je pas autant d'habitude. Voilà, je préférais que ça finisse bien pour lui. Et c'est un bon gars dans le vestiaire et tout. Mais avec lui, on n'a aucune chance d'aller nulle part. Et en plus, après, tu parles de la possibilité Valverde à droite. Ouais, mais Valverde, tu en as tellement besoin aussi au milieu de terrain. Enfin, c'est ça le problème. Bricolage sur bricolage sur bricolage. Tu peux aller nulle part comme ça. Et tout ça part d'un mercato qui était mal négocié. Et voilà. Et on en revient toujours à pareil. C'est que quand tu veux faire le picsou sur le mercato et que tu attends, et ben, à la fin, tu finis par le payer. Et aujourd'hui, tu vas pas te mettre 80 millions d'euros sur un Pedro Porro, sachant que tu as, Arnold qui va arriver, tu as Carvajal qui reviendra l'été prochain. À quel niveau, on ne sait pas. Bah ouais, maintenant, t'es niqué, hein, ça va dire ça comme ça. Hein. Mais dans tous les cas, Aguado, moi, c'est un joueur que j'aimerais beaucoup voir parce que dans tous les cas, tu ne gagnes pas tes gros matchs. Tu ne gagnes pas les gros matchs avec les pros. Eh ben, mais les jeunes, dans tous les cas, tu as quoi à perdre? Tu perds les titres et tu perds les finales. Donc à un moment donné, si tu veux pas passer à la casserole en Copa del Rey, c'est la Ligue des Champions, si on joue comme ça, mais ne pensez même pas aux 8e de finale. Les 16e de finale, Carlo, il a quand toujours fonctionné comme ça dans sa pas. carrière. C'est son dernier mandat et il ne voudra pas se dénaturer, changer ses idées. Il crèvera avec ses idées et puis voilà quoi. Maintenant, faut qu'on arrive à recréer une dynamique. C'est vraiment dommage parce que là, vraiment depuis San Mamés, on avait une bonne série. Alors, les matchs n'étaient pas tout le temps spectaculaires et maîtrisés, mais on ne perdait plus. Il y avait eu juste ce match nul du côté du Rayo. Sinon, c'était que des victoires. Il y avait vraiment une vraie dynamique. Et là, on repart à 0 parce que tu perds 1-0, mais tu as dominé le Barça. On ne fait pas le même vidéo aujourd'hui. Là, on a plein de doutes maintenant parce qu'on a pris une véritable tôle contre les Catalans. Et là, on se repose la question. Il va falloir recréer une dynamique.
seul motif d'espoir, c'est Mbappé. Je me dis, ok, si le gars est vraiment lancé, qu'il continue cette dynamique-là, il peut vraiment nous aider pour cette fin de saison. Mais il va falloir aller chercher les Colchoneros en Liga et c'est pas gagné d'avance. Donc franchement, Mais pour moi, la Liga, c'est ce qu'on doit jouer. C'est là où on a le plus de chance parce que on voit très bien que face aux équipes plus faibles que nous, exactement. on est bon. Enfin, encore heureux, on a tellement de talent devant que c'est largement des équipes à notre portée et on est capable de créer une dynamique en Liga comme on a réussi à le faire. La Liga, je pense, c'est ce qu'on peut jouer, mais la Ligue des Champions, vraiment avec Lucas Vasquez à droite et puis Non, la Ligue des Champions, c'est pas tous ces possible. Et problèmes la Coupe du derrière. Monde des clubs à voir parce qu'il y a un mercato avant. Ça se déroule au mois de juin et le Real a souvent tendance à recruter très tôt. Donc c'est possible que le Real peut-être fasse venir. Alors je crois que non, quand tu es en fin de contrat, Alphonso Davies et Alexander Arnold, c'est 1er juillet qu'ils arriveraient. Ouais, c'est après le 30 juin. Ouais. Et Carvalho sera peut-être là. Ouais, bon, je crois pas. Mais bon, si c'est pour qu'il se repète derrière et qu'on le repère pour la saison d'après, ça va. C'est mieux le préserver, ouais. Ouais. Bon, je crois qu'on a fait le tour, les gars. Vous voyez notre point à mentionner? Je pense pas. À part peut-être vos pronostics éventuels. Est-ce que pour vous, on va remporter un trophée supplémentaire à la fin de saison ou pas? En jouant comme ça, c'est sûr que non. Mais la Liga, j'y crois. J'aimerais bien qu'on fasse Liga Copa del Rey. Moi, la Liga, je pense qu'on la gagnera. Mais par contre, la Ligue des Champions, on va se faire sortir très tôt. Et que du coup, on pourra mettre nos forces dans la Ligue. Enfin, je ne vois pas aller loin en Ligue des Champions. Ça dépend contre qui on tombe. Hein. C'est toujours le même théorème. Tu vas loin parce que des fois, tu affrontes des équipes abordables ou tu te réveilles à un moment T. Mais je sais pas. Franchement, la Liga, j'y crois. Je suis comme toi. La Copa del Rey, j'y crois pas trop parce que c'est pas notre compétition phare. La Ligue des Champions, j'y crois absolument pas. Bref, on n'est pas tout sourire aujourd'hui. C'est pas mal. Hein. Enfin bon les amis, merci de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de Real Talk, le 11e déjà de la série. Lundi prochain, ce sera sur la chaîne de Real France pour le 12e épisode. Merci de nous avoir suivis. On vous laisse en tout cas nous commenter tout ça dans l'espace description commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner aux chaînes de Chronique Foot, Real France et la mienne. Tous les liens sont en description et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les amis. Ciao.